Maintenant, on va donner la parole à Jean-Louis Marzioni, responsable UD du syndicat solidaire, donc sur la question foyer et syndicat. Ensuite, on donnera la parole à monsieur Ladji Sako, qui est à la fois délégué de foyer dans le 20e et conseiller municipal du 20e. Ensuite, on donnera la parole à monsieur Toumani, qui est sur le bout, là, qui va nous parler de la lutte des sans-papiers et de la régularisation générale des sans-papiers. Et ensuite, Daniel Simonet, député du 20e, entre autres, finira. Et moi, je ferai une toute petite conclusion. Voilà, à vous. Alors donc, qui commence ? Jean-Louis. Allez, vas-y, Jean-Louis. Ok. Bien, bonsoir à toutes et tous. Bon, moi, je représente une organisation syndicale, donc syndicat solidaire, et surtout dans le Val-de-Marne. Alors, les camarades du COPAF m'ont demandé d'intervenir parce qu'on a été amené à mener une lutte commune sur le foyer des Ardoines, le foyer de Vitry-Adef, il y a 2 ans maintenant. Et donc c'est comme ça que les liens se sont créés. Et ceci dit, alors je vais revenir un tout petit peu sur cette lutte, mais je voulais dire quand même que plus généralement, c'est important, je dirais même urgent et nécessaire que les organisations syndicales, et elles ne le font pas assez, la mienne comme les autres, disons, s'emparent du soutien et mettent des forces dans le soutien au combat des résidents et disons, aident à toutes les luttes qui concernent les conditions d'hébergement, les conditions d'habitat, les conditions de vie liées à ces questions de logement pour les travailleurs immigrés. Bon, il y a on a parlé tout à l'heure dans un premier temps des luttes des foyers Sonacotra. Les organisations syndicales, ou certaines d'entre elles, ou certaines branches d'entre elles à l'époque, y ont participé fortement dans les comités de soutien. Bon, moi j'y ai participé à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, mais bon, c'est quand même une tradition qui est importante et qui s'est un peu perdue quand même, et donc c'est pour ça que c'est... Bon. Alors, nous on considère qu'on ne peut pas découper les travailleurs en tranches avec le travailleur à l'usine, le travailleur dans l'entreprise, dans sa société de nettoyage, dans son chantier, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il devient quand il rentre ? Ben, quand il rentre, il est comme tout travailleur. Tout travailleur, d'abord... Il y a un principe dans le capitalisme qui est très simple, malheureusement, c'est qu'il faut reconstituer sa force de travail. Bon. La façon dont on reconstitue sa force de travail, même si c'est pour la vendre, même si c'est... Voilà, on rêve tous d'une société qui soit autre chose que ça, mais même si c'est ça, il faut pouvoir se reposer dans des conditions dignes, il faut pouvoir avoir une vie sociale digne, il faut pouvoir avoir une vie familiale digne, il faut pouvoir, il faut pouvoir souffler, il faut pouvoir... Bon. Et ça, ça c'est quelque chose qui est pas permis et pas offert, et voilà, et qui est combattu même dans les foyers anciennes méthodes là, et encore plus dans les résidences sociales. Alors dans les résidences actuelles, on nous les vend comme étant, disons, une amélioration de la qualité de l'habitat. Bon, point. Sauf la qualité de l'habitat dans une prison, il n'y a pas de qualité de l'habitat. Voilà, c'est-à-dire on retourne à ce qu'on a combattu justement au moment où les camarades ont combattu, et bon, avec les soutiens dont on était à l'époque, il y a 40 ans, dans ce qu'on appelait les foyers casernes, les foyers prisons, c'était invivable, et c'est pour ça que ça a explosé. Et ça va re-exploser sûrement dans ces résidences-là aussi. Voilà. Alors, d'autre part, il y a un lien qui est évident dans la lutte à l'entreprise et la lutte pour contre l'aliénation au travail, et pour les questions de salaire, de conditions de travail, de liberté au travail, de tout ce qui fait la confrontation avec les employeurs, avec les patrons, pour nos conditions de tous les jours, de tout salarié. Donc les conditions qui tournent autour des conditions d'habitat, parce que pour ce qui concerne les travailleurs immigrés, de façon très précise, là le lien il est très très clair, c'est qu'en gros, tout ce qui les vise à travers les questions de l'habitat, c'est un contrôle, c'est le contrôle social
et qui vise en particulier la notion de classe dangereuse. C'est ça aussi qu'on vise. Ça a été rappelé, Maître, tout à l'heure, vous en aviez parlé, vous avez insisté, moi je trouve que c'est très juste. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que ce modèle-là, à la fois d'auto-organisation, d'inventivité, de solidarité, de vie collective, c'est un des seuls lieux dans la société telle qu'elle est, où on le trouve. C'est-à-dire la société, elle est basée, et intentionnellement, parce que le capitalisme, il est basé là-dessus, elle est basée sur l'individualisation à outrance. Alors en mettant en avant, évidemment, l'épanouissement individuel, etc. Mais il n'y a pas d'épanouissement individuel sans soubassement collectif, et bon, sans qu'on on s'entraide, on s'aide, voilà. Bon. Et ça, on l'a dans les foyers. Ça, on l'a dans les foyers. On l'a dans les communautés immigrées. Et ça, c'est intolérable. C'est intolérable parce que ça ne correspond pas, ça ne peut pas correspondre justement à l'impératif de domination, de contrôle social et de ne pas offrir des lieux où il peut y avoir un embryon d'auto-organisation, de l'émancipation. C'est-à-dire de lutte contre l'aliénation au travail, mais l'aliénation dans la vie sociale. Voilà. Donc, d'un point de vue syndical, ça c'est capital, parce que l'aliénation au travail qu'on combat tous les jours d'un point de vue syndical, avec les entraves à toutes les libertés qui sont mises, ben on les retrouve aussi, c'est le même parallèle, dans la vie sociale du travailleur quand il est chez lui, enfin, ceux qui sont chez lui, qui est le foyer. Voilà. Et c'est la même chose. Et donc, on ne peut pas découper les choses. Voilà. Alors, pour pas être trop long, je voudrais aborder aussi un autre aspect qui rend impératif pour nous, pour les organisations syndicales, et pour les travailleurs surtout, qu'on prétend soutenir. Bon. Il y a un impératif qui est aussi la lutte, et bon, le camarade en parlera mieux que moi, mais qui est la lutte pour la régularisation et la lutte autour du combat des sans-papiers. Parce que, évidemment, ce que l'État et le patronat ne supportent pas, c'est justement toute cette zone un peu pas très claire, parce que au niveau de l'hébergement. Parce qu'évidemment, les foyers, c'est un lieu de solidarité, d'hébergement pour ceux qui arrivent. Donc pour ceux qui arrivent, mais ils n'arrivent pas comme ça, ils n'arrivent pas avec tout le discours de la droite, de l'extrême droite, des gouvernements actuels, etc., sur tout ce qu'on nous raconte sur l'immigration. Ils arrivent parce qu'ils sont chassés de là-bas, parce que la misère organisée par nos États souvent fait qu'ils viennent ici, et ils viennent ici comment souvent grâce à une solidarité, au moins d'avoir un matelas pour pouvoir dormir quand on arrive. Bon, et tant qu'on n'est pas régularisé, etc. Donc ça, il y a un impératif qui est qu'on puisse continuer ce type d'hébergement aussi, parce que par exemple, aujourd'hui, si on n'a pas d'hébergement dans les préfectures, on ne vous accueille pas, vous ne déposez pas un dossier. Comment vous faites ? Bon. Et c'est tout l'enjeu des combats aussi sur les questions de préserver ces capacités de solidarité et d'entraide et d'accueil. Voilà, c'était au centre du combat qu'on a mené sur le foyer de Vitry, je terminerai par ça. Foyer de Vitry, il y a eu au moins, alors tout n'a pas été gagné, c'est pareil, hein, c'était la transformation du foyer des Ardoines avec la transformation en résidence sociale à quelques pas de là. Voilà, ça s'est passé début 2021. Un combat mené par les résidents avec un comité de résidents dynamique et qui a pris les choses en main, qui s'est organisé, avec un blocage du foyer pour imposer les conditions du transfert contre ADEF et contre la direction d'ADEF, pour permettre justement qu'il n'y ait pas de tri dans ce que je disais là, entre les résidents officiels, pas officiels, les hébergés, etc. Bon. Et puis toute une série de conditions qui étaient mises sur la vie collective, sur les salles collectives, sur maintenir justement un cadre qui permet de continuer une vie collective et fraternelle. Voilà. Bon, alors tout n'a pas été gagné, mais ce qui a été gagné, c'est que ce combat, organisé avec le comité des résidents, les résidents, un blocage pendant 6 semaines du foyer, et soutenu activement par un réseau de soutien associatif, mais aussi les organisations syndicales. Il y avait l'Union locale CGT, il y avait l'Union départementale solidaire. Tous unis, on a fait plier quand même la direction d'ADEF sur au moins ce point-là.
qui est un point capital. Et en organisant des manifestations, on a organisé 3 manifs, dans une manif de près de 1000 personnes à Vitry quand même. Ce qui est, voilà, c'est significatif, c'est pas tous les jours qu'on a des choses comme ça. Voilà, donc c'est cette convergence-là que je voulais, pour terminer, que je voulais mettre en avant. Et je pense que c'est des choses qui, pour la suite, sont importantes. Dernier mot, quand même, on est dans le cadre d'une attaque très très grave et frontale contre l'immigration d'un point de vue général, hein, la loi Darmanin, etc. On ne peut pas l'extraire du combat qui se mène aussi sur les conditions dans les foyers, parce que tout ça est c'est le même combat. Et donc, le combat pour la régularisation des travailleurs immigrés, le combat pour les renouvellements des papiers. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs avec papier depuis très longtemps sont menacés de redevenir sans papier aujourd'hui, avec l'attitude des préfectures, et puis avec les perspectives des lois terribles là, qui sont en négociation avec la droite et l'extrême droite autour de Darmanin. Tout ça fait que la défense des conditions de résidence et des libertés dans les foyers, c'est aussi capital et ça fait partie de ce combat. Voilà. Merci Jean-Louis. À toi, Ladji. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ladji Sako, délégué du foyer Muré dans le 20e arrondissement et vice-président de la coordination des foyers Qualia et aussi conseiller municipal à la mairie du 20e. Alors, je n'ai pas de long parce qu'il y a beaucoup de délégués qui ont pris la parole, qui ont parlé sur beaucoup de choses que j'aurais dû parler. Je vais juste quand même toucher le point sur la question des expulsions parce que c'est quand même un point qui me fait très mal. Quand je vois aujourd'hui que les foyers sont en train de vider, c'est quelque chose quand même qu'il faudra trouver une solution par rapport à cela. Quelques exemples dans le 20e arrondissement dont il y a eu quand même des expulsions dans le foyer rue de la Duée. J'ai vraiment apprécié la mobilisation du comité des résidents et des résidents qui se sont beaucoup mobilisés et faire du blocage devant le foyer pour empêcher l'équipe Adoma d'entrer dans la résidence, ce qui a fait que nous, les élus, on a été contactés. Bien vrai que les associations de soutien aussi se sont troussés les manches, donc ils ont tous participé à cette mobilisation et qui a mené à la fin que la personne qui a été expulsée, bien vrai qu'elle a été expulsée parce que le juge a décidé, donc nous ne pourrons plus opposer à cette décision du juge. Et en ce moment-là, avec la mairie, avec les soutiens, on a quand même réussi à reloger cette personne en question, qui était aussi une personne très importante dans ces foyers. Alors l'idée de reloger les gens, ce n'est pas ça qui est important. Moi, ce qui est important, c'est des personnes importantes qui sont dans les foyers. C'est-à-dire que ce sont des personnes c'est des bases, c'est des personnes, c'est des sages. On les expulse soi-disant qu'ils ont constaté par les huissiers, parce que sa chambre est fréquentée par beaucoup de personnes. Nous savons tous des personnes importantes dans les foyers. Ce sont des personnes quand même qui apaisent quand il y a des tensions. C'est des personnes qui arrangent des situations. C'est des personnes qui trouvent des solutions quand il y a des problèmes. C'est des personnes qui sont comment on le dit, c'est des gens dont tout le monde va les voir quand je le suis. Donc c'est tout à fait normal que cette personne ait du monde chez lui. Ce n'est pas parce qu'il héberge du monde. Et concernant les hébergements, donc moi je pense que le combat est, il faut le dire à l'État, que l'hébergement c'est obligatoire. On ne pourra pas habiter quelque part sans héberger son fils ou sans héberger sa femme. Parce qu'on en a vu des cas comme ça, des gens qui hébergent leurs femmes ou leurs enfants, qu'on les met dehors. Il ne faut pas le cacher. Il faut le dire haut et fort qu'on héberge, qu'on ne pourra pas dormir sans nos frères, sans nos enfants, mais il faudra trouver une solution. Il faudra changer la loi, il faudra changer le statut qui aujourd'hui a été imposé par les gestionnaires pour que les résidents restent condamnés dans ces lieux. Et d'autres soucis qui est là qu'on a remarqué. Quand un résident d'un foyer de travail migrant ou un résident social demande un logement social, il veut aller dans un logement social, c'est tout à fait un problème. Alors, au niveau des critères, les commissions qui sont dans les mairies, ils bloquent. Ils disent que oui, bon, tu es seul, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'es pas prioritaire parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont
dehors, ou il y a des gens qui sont dans des studios qui veulent aller au logement social. Donc, ce qui veut dire que les gens qui habitent dans les foyers peuvent être là pendant 20 ans sans aucune proposition de logement. Et ça, c'est quelque chose que vraiment il faudra voir, soit disant que tu es seul. Et quand tu ramènes ta femme, parce qu'en attendant que tu veux vraiment trouver un logement, on t'explique, c'est parce que tu n'as pas le droit d'être avec ta femme dans ton logement. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut quand même que nous, dans le 20e, on est en train de voir. C'est une bataille qu'à chaque commission, il faudra des propositions de logement aux résidents qui habitent dans les foyers. Et s'il y a des gens qui souhaitent aller ailleurs, ils ont le droit comme tout le monde. Donc on ne peut pas les condamner dans un endroit parce que soi-disant que leurs critères ne leur permettent pas d'aller au logement social. Donc c'est quelque chose quand même que moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des demandes de logement 20 ans, 30 ans qui sont là, qui ne peuvent pas accéder parce que voilà, c'est ça, c'est ci, c'est là. Donc c'est des choses qu'on doit se batailler pour que ça change. Et deuxième chose, les médiatrices sociales. J'ai mis l'accent sur les médiatrices sociales. On sait que quand même dans tous les foyers, la plupart des foyers, il y a beaucoup d'illettrés. Et aujourd'hui, avec le monde Internet, c'est un problème. Les personnes âgées ne maîtrisent pas l'Internet. Et quand les problèmes commencent, et à la fin, ça se défoule. C'est parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Mais quand il y a une médiatrice sociale dans le foyer, ils vont le voir, ils exposent leurs problèmes. Et en ce moment-là, la médiatrice prend le dossier en main et ils trouvent une solution à leurs problèmes. Mais là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de foyers dont les bailleurs aussi qui sont censés trouver des solutions à leurs problèmes, qui tournent le dos. Donc, moi, je le dis haut et fort, il faut que les mairies d'arrondissement prennent la responsabilité, même s'il le faut, de payer des médiatrices sociales et de les mettre dans les foyers pour qu'ils puissent vraiment trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, c'est une question quand même, c'est un combat que je mène pour que ça soit réglé, quoi. Et je passe aussi une autre position qui est l'intégration des résidents foyers dans le quartier. Alors, dans le 20e arrondissement, au sein du conseil de quartier, il y a des délégués qui siègent. Chaque mois, il y a des réunions qui se tiennent et ces délégués-là participent de façon active pour aller parler de leurs problèmes, de leur quotidien avec les habitants du quartier. Je pense que quand même c'est des choses qui peuvent vraiment trouver des solutions ensemble. Et aussi, il y a aussi une équipe rencontre citoyen qu'on a mis en place pendant le Covid, parce que les gens ne se voyaient pas. Donc nous avons même des gens qui sont dans la salle, qui participent avec l'Internet, parce que c'est des gens qui sont modernes, avec le visio, M. Diaby, c'est là qui est en face de moi, et qui participent dans ces rencontres citoyennes de façon active pour parler effectivement et trouver des solutions aux problèmes des habitants du 20e. Donc, et je suggère aussi à tous les représentants de comités qui sont dans les arrondissements différents, vous habitez dans des quartiers dont il y a des gens qui sont là, qui sont avec vous. Mais il faut sortir, il faut s'ouvrir. Si vous restez enfermé sur vous, vous n'allez pas trouver des solutions à vos problèmes. Mais si vous voulez s'ouvrir, il faut aller dans ces lieux-là. Ce sont des lieux pour tout le monde. Et ce n'est pas fait que pour eux, c'est pour vous aussi. Il faut aller, il faut ouvrir pour quand même trouver des solutions à vos problèmes. Mais sinon, face à ces dinosaures, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Et je vais finir par les lieux collectifs. Les lieux collectifs, c'est important parce que moi, quand je suis arrivé, je prends un exemple sur moi. En 2007, dans le foyer Mérier, on avait des lieux collectifs où c'est là où on déjeunait avec des personnes âgées. C'est là où il y a le partage de l'expérience. C'est là où ils nous donnaient tout. C'est là où ils nous donnaient beaucoup d'éléments. C'est là où ils nous éduquaient, en fait. Donc je pense que ces lieux, c'est des lieux riches que l'État français doit les maintenir, mais qui ne doit pas les détruire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand je pars dans un foyer, je vois que tout le monde est dans son logement. Et surtout les personnes âgées. Ils se retrouvent chez une seule personne. Et risque, parce que quand le bailleur se rend compte que cette chambre est, il y a beaucoup de monde qui part dans cette chambre, c'est un risque de se faire expulser aussi. Alors, je mets l'accent sur ces lieux collectifs, à la fois les biens des résidents et aussi à la fois les associations des villages, parce que ce sont ces lieux-là où les projets de l'accès à l'eau potable, l'éducation, ces projets, on est où? Ils sont nés dans ces lieux de convivialité et de divertissement et d'échange. Parce que c'est là où les gens se réunissent, c'est là où ils échangent, c'est là où les projets naissent
et c'est là où les cotisations sortent, et c'est là où, voilà, bon, il me reste 2 minutes. En fait, c'est lié collectif. Il faudra quand même vraiment trouver une solution à les remettre. Si vraiment il y a des espaces dont les bailleurs, parce qu'il y a des foyers dont ils ferment des salles, alors qu'ils peuvent les ouvrir aux résidents pour qu'ils puissent mettre une cafette ou installer des fauteuils ou des chaises ou installer des, je sais pas, plein de choses pour que les gens puissent se réunir et échanger. Je m'arrête là. Voilà, je laisse la parole à Sylvain. Alors, Monsieur Toumani, dis-nous un petit mot sur les combats des sans-papiers pour leur régularisation. À toi. Okay. Bonjour, Madame Missier. Bonjour tous. Ma question s'adresse à Madame Missier et députée. Je parlais à notre sans-papier qui vivait avec nous dans son foyer. Vraiment, ils ont trop souffert. Alors, les sans-papiers, il est avec nous. Ils ne sont pas droits en France. Si tu n'as pas réglé, tu n'as pas droit de tout. On a déjà parlé avec Adoma dans notre réunion pour que les gens qui habitaient avec nous, ils travaillaient, ils avaient un contrat, mais ils ne sont pas de papier pour qu'ils vont essayer de donner des bagues. Ils ne sont pas acceptés. Presque on a 200 personnes avec nous. Bon, donc, ils ont refusé pour donner des contrats avec eux. Bon, s'il reste comme ça, vraiment, bon, c'est une galère avec nous tous, avec eux. Parce qu'ils travaillent presque, il y en a qui là presque pendant 30 ans, ils n'ont pas eu bail. C'est un sous-mineur. On a proposé tout ça, mais ils ne sont pas acceptés. Voilà, bon. Les deuxième chose, si vous voulez prendre un rendez-vous avec les préfectures, il y en a qui là presque 4 mois ou 5 mois, ils ne sont pas avoir des rendez-vous pour pouvoir déposer les dossiers. Ah, vraiment, ils sont très galères avec ça. Alors, moi, mes collègues ils sont déjà parlé avec un autre sujet, avec les Adoma déjà. Donc, moi, je ne peux pas avancer ça. Alors, bon, notre sans-papier qu'il a avec nous, c'est ça que moi, je voulais avancer avec ça. Si vous avez une solution pour vous aider, donc, on voulait vous m'aider là, ce sujet-là. Bon, excuse-moi, moi, je vais arrêter de parler ici. Merci Toumani. Bon, on soutient à fond la lutte des sans-papiers pour la régularisation et on est avec eux-mêmes. Allez, maintenant c'est Daniel qui nous conclut cette table ronde. Oula. D'abord, un grand merci à Audrey Torignon qui a co-organisé ce colloque et bravo COPAF et à l'ensemble des délégués des foyers de travailleurs migrants parce que c'est extrêmement important. Moi, je me souviens en 2001, la première fois où j'étais jeune adjointe au maire dans le 20e arrondissement, tu te souviens, voilà, et où j'avais fait le tour des foyers de travailleurs migrants et où je découvrais une réalité que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, les batailles, elles étaient énormément sur la vétusté. Et donc, l'arrivée des résidences était regardée avec quand même des yeux qui brillaient. On se disait, bah ouais, ça va être le luxe. Alors qu'en fait, c'était la base. Il va y avoir la douche, la salle de bain. Puis en fait, en guise de base, ça s'est traduit en méga grande précarité. Une bataille pour avoir des lieux collectifs. Enfin, tout ce que vous avez décrit toute cette journée-là. Et on l'a vu... on a dû déchanter sur les conditions, quoi. Et je voulais vraiment remercier, féliciter le gros travail que vous avez fait à travers le texte de loi et qui, dès le début, reprend les choses à la base, quoi. Quand on est républicain, quand on est républicaine, on a une devise. C'est pas une devise neutre, hein. Liberté, égalité, fraternité, cette devise républicaine. C'est une promesse, c'est un projet politique. Comme disait Jean Jaurès, la République est un idéal inachevé. Et la bataille pour l'égalité des droits, c'est une bataille principielle. Et sur la question des foyers de travailleurs migrants, mais pourquoi est-ce que, quand on est travailleur migrant, on n'a pas les mêmes droits qu'un n'importe quel locataire ?
C'est la première question de base que vous posez, et qui est une bataille depuis des décennies. Qu'est-ce qui justifie, à part la totale négation de l'égalité, qu'est-ce qui justifie que quand vous habitez dans un foyer, eh bien, le gestionnaire puisse avoir les clés, qu'on puisse décider, pendant 2 mois, vous n'étiez pas chez vous, on ne sait pas où vous étiez, on a pensé que vous n'étiez plus là, et donc on a repris votre logement. Qu'est-ce qui justifie qu'on ne respecte pas votre droit à la vie privée, qu'on ne respecte pas votre droit d'héberger un tiers, une tiers, qu'est-ce qui fait qu'on casse l'attachement à ces salles collectives inscrites dans la loi, alors que c'est des choses qu'on devrait généraliser, ou bien se souvenir qu'au départ, dans tous les logements sociaux, il y avait des salles collectives. Bon. Donc c'est pour moi un combat extrêmement important. Alors évidemment, on est dans un contexte qui est pas terrible, hein. Vous dites, bon alors les députés, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites pour cette égalité des droits, pour que d'abord, quand on est en situation administrative irrégulière, on ait ne serait-ce que le droit de pouvoir avoir un rendez-vous en préfecture. Or, on sait que la dématérialisation n'est pas la cause qui fait qu'on n'arrive pas à avoir de rendez-vous en préfecture. C'est le moyen qui permet de rendre difficile d'avoir un rendez-vous en préfecture. Première humiliation, première barrière totalement inacceptable. Et qu'ensuite, comment ça se fait que ce soit si compliqué de se faire régulariser, alors que pareil, ça devrait être la base. Bon voilà, vous êtes ici, vous travaillez, vous restez ici, vous devriez avoir la régularisation, parce que on sait pertinemment que l'absence de régulation, c'est vous condamner à vous faire surexploiter par des employeurs qui vont vous prendre en esclavage. Juste avant de venir ici, j'étais en rendez-vous avec un travailleur et un des leaders de la lutte des sans-papiers de Chronopost, filiale de la Poste, entreprise publique, et ils se battent tout simplement pour sortir de cet esclavage contemporain, cette nouvelle forme d'esclavage. Bon. Et j'en passe. Évidemment, on est dans un contexte très particulier. Je veux dire, tous les députés de la NUPES qui ont participé à ce colloque, à l'initiative et à l'invitation d'André, sont complètement acquis à la question de l'égalité des droits, mais on n'a pas la majorité. En même temps, personne n'a la majorité complète dans cette Assemblée nationale. Ça crée une situation particulière. Bon. Mais vous avez bien compris dans quel contexte on est. Regardez, si on prend simplement de quoi on a débattu à l'Assemblée nationale sur la journée d'hier. Hier matin, à l'Assemblée nationale, c'était une bataille en commission affaires sociales pour empêcher que les députés puissent puissent enfin voter pour la première fois sur la retraite à 64 ans, pour pouvoir abroger la loi la loi du gouvernement sur la retraite à 64 ans. Ça, c'est comme ça qu'a commencé la matinée. Et le soir, à 2h du matin, ils votaient une proposition de loi pour permettre l'augmentation des loyers à 3,5%. Ces deux questions, ce n'est pas les priorités de ce pays. Bon, mais vous voyez bien qu'en fait, ils cassent des droits, ils protègent la rente, et ensuite, ils ont besoin de courir à diviser le peuple, courir derrière l'extrême droite, pour casser les consciences de classe, casser les consciences républicaines, pour maintenir leurs propres intérêts au pouvoir. Donc leur politique, les politiques de la loi Darmanin, sur laquelle LR et l'extrême droite vont aussi courir derrière, et donc il va y avoir une surenchère complètement nauséabonde, se fait dans ce contexte-là. Eh bien, nous pensons à la France insoumise qu'il faut au contraire défendre l'égalité des droits. Donc au contraire, défendre l'égalité des droits et ne pas avoir peur de ce climat-là et se dire « Ouh là là, il ne faudrait pas en faire sur la question des foyers de travailleurs migrants ou sur la question des régularisations, parce que dans le contexte de la montée de l'extrême droite et de la course de vitesse, on pourrait nourrir cela. » C'est l'inverse. Parce qu'on se bat pour l'égalité des droits, on fait reculer les idées nauséabondes de l'extrême droite et les stratégies bouc émissaires. Alors pour revenir au cœur du sujet, comment on mène bataille parlementaire et bataille sociale, moi je pense que André a été à l'initiative de cet accueil de ce colloque, parce qu'il y a un engagement, je pense, qui est évident pour nous tous, de pouvoir, à partir de vos travaux, faire la proposition de loi qui puisse être co-signée par le maximum de députés. Alors, il est possible que ça reste dans le cadre des députés de la NUPES, et qu'on ait du mal à trouver des députés hors NUPES pour signer. Quoique, des fois, si jamais. En tout cas, on fera ce travail-là. Mais évidemment, vous avez bien compris que ce n'est pas parce qu'on dépose une loi à l'Assemblée nationale qu'elle peut être débattue.
Les niches parlementaires, un groupe, il a une niche parlementaire par an, c'est-à-dire une seule journée par an pour présenter des textes. Et généralement, c'est tellement court que du coup, c'est des textes de loi avec un article. Donc, c'est pas évident. Mais ne serait-ce que déjà l'avoir déposé en loi, ça veut dire que c'est aussi des choses qui peuvent être prises en compte, à un moment donné, en amendement sur d'autres lois. Quand on parle du logement, ou quand on parle de la loi Darmanin, ça peut être, je veux dire, en tous les cas, la matière qui est mise au pot commun de l'ensemble des députés a puisé en termes d'arguments et d'amendements. Mais c'est aussi une loi qui ne peut exister que s'il y a une mobilisation populaire derrière. Vous voyez, imaginez, on a ce texte de loi co-signé par le maximum de députés et qui peut toujours être co-signé par d'autres. Bon. Imaginez qu'on fasse une semaine de mobilisation des foyers de travailleurs migrants qui font des journées portes ouvertes et qui invitent aussi les députés de leur circonscription ou d'à côté qui ont signé ce texte. Par exemple, moi j'imagine, Nadji, je ne connais pas du tout les foyers de travailleurs migrants du 20e. Tu vas me les faire découvrir. Non, je les connais bien avec toi et grâce à toi. Mais je suis persuadée que des journées portes ouvertes ou une mobilisation devant les foyers de travailleurs migrants avec des rencontres autour de ce texte de loi où on a fait inviter les habitants, on fait inviter les associations et donc ça crée une mobilisation. Et du coup, il y a une campagne qui se met en place en disant on veut que cette loi soit acceptée. On veut juste que, quand on habite dans un foyer, une résidence, on ait les mêmes droits qu'un locataire. Qui peut être contre cela? On arrive par la question de l'égalité des droits. Qui peut être contre cela? Donc, je pense qu'il peut y avoir une belle campagne autour de cela. Je ne dis pas que ça suffira. Et je dis pas que... Et je vais terminer par là. Je ne dis pas que c'est parce qu'on va organiser cela que tout d'un coup, Darmanin, il va nous écouter puis il va dire « Ah bah oui, vous avez raison ». Non. Mais la bataille des consciences dans la population, on peut la porter... De cette manière-là. Après, évidemment, ça aussi, ça crée des habitudes de solidarité. Il y a des villes où il y a déjà des traditions de soutien très fort du mouvement associatif, du mouvement politique, avec les luttes dans les foyers contre les expulsions ou les luttes au moment des réhabilitations. Puis il y en a d'autres endroits où il faut tout reconstruire. Eh bien, ça peut être aussi un support, un levier. Alors, je suis persuadée que, ainsi, je ne conclus pas... toute la journée à laquelle je n'ai pas pu assister, mais ça donne des perspectives. C'est pas un colloque juste comme ça pour une journée. Je pense que André, elle n'a pas fait ça juste pour une journée, et tous les députés qui ont participé, ils n'ont pas simplement fait ça pour une journée, mais ils ont fait ça parce que ça permet d'inscrire cette bataille-là dans toutes les batailles sur le logement, dans les batailles contre la loi Darmanin, et globalement dans l'ensemble des batailles pour l'égalité des droits. Donc, on continue, on ne lâche rien et bravo pour tous vos travaux. On va donner la parole juste 2 minutes à Pascal Vinter. 30 secondes. Non, c'était juste sur un point par rapport à ce que vient de dire Daniel sur effectivement plutôt les députés de la NUPES et les autres. Juste une petite anecdote, puisqu'ils sont encore présents, il faut comme juste, pour montrer que tout n'est pas toujours noir, c'est que par exemple la mobilisation du foyer de Boulogne, qui est une mobilisation extrêmement importante et unie, les délégués sont là, a quand même amené, même si il y a des arrière-pensées, à ce que le maire de Boulogne, qui n'est pas spécialement de la NUPES, pour redire les choses, qui est un député de droite, enfin des gens de droite, ont quand même dit, à force de la mobilisation des manifestations, a dit effectivement, tous les résidents théoriquement du foyer sont des Boulonnais et donc devront être hébergés, devront être relogés à Boulogne. Bon. C'est effectivement, je ne suis pas sûr qu'il ira jusqu'au bout, mais c'est pour montrer simplement effectivement qu'il y a quand même, et d'ailleurs je me souviens, je le disais à Geneviève juste là-dessus, qu'au moment de la loi SRU, il y a effectivement aussi, il y avait un député centriste qui était pourtant de Versailles, qui était un centriste moyen, qui avait effectivement, qui connaissait des gens de foyer, qui avait dit oui, il faut effectivement changer la loi, voilà, qui avait été dans ceux qui étaient d'accord pour que la loi change. Voilà, c'est simplement pour dire que c'est vrai que il faut qu'on mobilise nos députés, mais il faut aussi que nous, les résidents, se mobilisent, parce qu'il peut y avoir quand même ce qu'on disait. Moi, je suis sûr que les gens ne connaissent pas assez ce qui se passe dans les foyers. Même à Boulogne, j'ai terminé, je suis un peu long, il y a eu un débat parce que le maire nous a dit, est-ce qu'effectivement, parce que le foyer est entouré de résidents d'immeubles très neufs, et la question se posait effectivement, est-ce que le foyer, c'est un lieu de calme ?
Est-ce qu'il vaut mieux passer devant le foyer, c'est plus calme, que dans certains endroits où il y a effectivement plus de danger? Donc il y avait aussi un débat sur le fait qu'à la limite, les foyers sont souvent des lieux qui sont des lieux de tranquillité, de sécurité, parce que les résidents des foyers sont souvent un peu en dehors, sont là et d'une certaine manière permettent qu'il y ait un minimum d'animation et qu'il y ait moins de danger, entre guillemets, dans la rue. Donc voilà, pour dire que les débats peuvent exister aussi sur ces points et que ce n'est pas complètement non plus perdu d'avance. Il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Voilà. Voilà, je laisse la parole à... Bon, alors, on va laisser un peu... On a très peu de temps. Prendre une ou deux questions courtes pour Oui, conclure, voilà, avant de d'accord. conclure, si vous voulez bien. Moi, je suis Laurent de l'association Droit Devant. Alors, je reviendrai très vite là, sur la mobilisation du foyer de Boulogne. Parce qu'on y a participé avec l'association Droit Devant et les délégués. Alors, Bakary, tu vas me dire si c'est vraiment la réalité, mais je pense que c'est la réalité. Il y a dans le foyer de Boulogne un collectif de sans-papiers, qui est à Droit Devant, et dans les assemblées générales, on parle du foyer, on parle des foyers en général, mais aussi on parle du soutien aux hébergeurs. Parce qu'on dit toujours soutien aux sans-papiers, hein, mais là, les sans-papiers dans les assemblées générales parlent du soutien aux hébergeurs. C'est comme un droit, le droit de la solidarité. Ça, c'est important. Vous savez, dans le sud de la France, il y avait eu aussi des jeunes qui hébergeaient des sans-papiers qui s'étaient fait condamner, et c'était contre le droit à la solidarité. Donc c'était simplement pour dire ça. Hein, Bakary, ça se passe bien entre le collectif de sans-papiers et les délégués. Et ça, c'est important. Vous voyez, ça, c'est important. Il y a la société civile, le quartier autour, les parlementaires, et à l'intérieur du foyer, c'est ça qui est... Pour qu'il y ait une mobilisation dans le foyer, il faut organiser des assemblées générales. Si vous faites une réunion, comme tu disais, de sages dans une chambre, c'est très difficile. Dans les entreprises, les usines ou les entreprises où ils ont réduit les espaces collectifs aussi. Vous avez des salles de réunion de 20 personnes. Comment pouvez-vous faire une assemblée générale? Au foyer de Boulogne, il y a le jardin. Hein? Donc, on peut se mettre au milieu du jardin, il y a du monde. Là, qui peut venir, vous avez fait une journée porte ouverte, et il y avait des gens du quartier qui étaient là, vous voyez. Donc, c'était simplement pour dire aux camarades sans-papiers hein, que le lien, quand on intervient dans les assemblées de sans-papiers, dire la solidarité pour les hébergeurs, pour les anciens qui ont pris des risques et maintenant qui sont menacés d'expulsion. Vous voyez, il faut qu'il y ait vraiment une unité dans le foyer et, après l'unité dans le foyer, faire avec l'ensemble des foyers une mobilisation importante et une mobilisation, on va dire, générale, parce que, comme l'a dit Baradji tout à l'heure du foyer de Courbevoie, eh bien, ça urge, quoi. Oui. Ça urge, hein, parce que là, ça devient... Merci, Laurent. C'est tout. Hein. Merci, Laurent. Bonjour tout le monde. Je dois intervenir très très rapidement pour dire, pour conclure en fait et répéter ce que j'ai entendu ici, c'est-à-dire que quoi qu'on dise, tous les problèmes résident dans la loi, dans les lois. Parce que si vous voyez que les gestionnaires agissent en toute tranquillité et en toute arrogance, parce qu'ils raflent quasiment tous les procès qui se passent entre eux et les résidents. Quasiment, ils remportent tout, malgré les efforts de nos avocats. Donc, en vrai dire, moi je crois que les foyers sont devenus une zone de non-droit pour les gestionnaires. Ils ont les mains libres
de faire des résidents ce qu'ils veulent. Et seules les lois peuvent changer ça. Je voudrais très rapidement remercier M. Éric Coquerel, ici, qui, même s'il n'est pas ici, c'était un député responsable, humain, qui a soutenu pendant 2 ans, qui a été omniprésent pendant la lutte quand le foyer de Saint-Ouen est dégagé à cause des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, vous imaginez, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'en France, le plein droit est en passe de disparaître. Même votre propre droit, il faut lutter pour l'avoir. On n'est pas contre les Jeux Olympiques. Mais si vous choisissez le site où se trouve le foyer pour abriter le village olympique, mais vous devez quand même obligatoirement reloger les habitants qui se trouvent sur place. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais jetez les gens dehors, débrouillez-vous tout simplement parce que c'est ici que l'État français, la mairie de Paris a choisi pour abriter les Jeux Olympiques. Mais c'est très très grave. Donc, les députés, vous avez la responsabilité. C'est vous qui pouvez changer cette manière, ces pratiques inhumaines dans les foyers. C'est vous. Parce que les lois de la République, c'est vous. Donc, je peux dire que la situation se trouve entre vos mains. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tout le monde, monsieur et madame. Bonjour à tout le monde. Et moi, j'ai des paroles. Moi, j'ai seulement des paroles. Parce que moi, j'habite à Ivry-Couronne. Je voyais que les gens qui habitent tout seuls à la maison, il y a 3 personnes qui meurent dans les chambres. 3 personnes, ils sont morts. Il y en a qui fait 4 jours, il y en a qui fait 5 jours dans la maison. Ils sont morts. Justement. Donc il y a des Maliens, il y a des Portugais, il y a des Arabes. Je voyais en face. Donc, si on dit qu'on habite tout seul, oui, mais il y a des conséquences. Si on ne sait jamais, quelqu'un qui est malade, et tu tombes par terre, il n'y a personne à la maison, c'est qui va te sauver? Comme moi je suis malade. J'ai un bras sur les reins. Donc, merci beaucoup. J'ai des mots, merci beaucoup. Madame Moussé. Je réponds aux camarades de Évry-Courcouronnes. Adoma prétend qu'elle ne vous met pas en danger. Nous leur disons sans arrêt qu'avec cette clé unique non reproductible, elle met les résidents en danger. D'accord ? Donc ça, il faut effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aller au besoin au tribunal avec des preuves. Quand on gagne au tribunal, en général, on a un papier du médecin. Hein. J'ai remarqué que les certificats médicaux, même quand l'avocate d'Adoma se permet de dire au juge que c'est un certificat de complaisance, ce que j'ai entendu, de mes oreilles entendu, bon, le juge ne la suit pas forcément. Donc, allez voir quand même avec les médecins, avec les associations de soutien, mais il faut absolument, effectivement, porter plainte. Adoma vous met en danger, on le sait. Voilà. Ah, et Coalia, hein, et ADEF, hein, bon, et les autres. Bien, je vous remercie toutes et tous. Et avant de clôturer ce colloque,
vous dire que c'était vraiment important pour moi de vous recevoir ici, parce que j'avais entendu évidemment tous ces problèmes, mais j'en avais vraiment pris conscience lors de notre rencontre de fin d'automne, début d'hiver, et surtout j'avais bien entendu le besoin de parler dans la maison du peuple, de pouvoir échanger. Et bien sûr, comme tu le disais, Daniel, que ce ne soit pas qu'un moment dans l'Assemblée, mais que ça soit le début d'un travail constructif, d'une première pierre posée à un édifice. Et comme je siège à la commission des lois, c'est pour moi d'autant plus important que je suis les évolutions de ce texte asile-immigration qui déjà devait venir à l'automne, puis pas, puis oui, puis en morceaux, puis repas, puis avec les Républicains, mais dont on voit, quoi qu'il en soit, puisque certainement ce texte n'arrivera que finalement à l'automne prochain, dont on voit quand même qu'il est la volonté d'une extrême droitisation de la Macronie, qui est poussée maintenant par les propositions de loi des Républicains. Et donc tout ça pour le plus grand bonheur du Rassemblement national. Donc il y a aussi, à travers ces projets de loi qui vont arriver, ces propositions de loi des Républicains sur l'asile et sur l'immigration, il y aura aussi la possibilité pour nous, puisque vous nous demandez, vous nous dites à juste titre, vous nous rappelez à juste titre quel est notre rôle. Donc on pourra aussi, à travers ces projets de loi et ces propositions de loi, déposer des amendements pour résister, parce que c'est ce qu'on essaye aussi de faire. On fait des propositions de loi, mais comme tu l'as dit, Daniel, on n'est pas toujours... on est rarement... on arrive à gratter des amendements, mais voilà... notre rôle aussi, c'est dans cet hémicycle où nous n'avons pas la majorité quand même, notre rôle, c'est aussi de résister. Et quand même, on y arrive pas trop mal. Et donc, effectivement, on va continuer à travailler tous ensemble. Là, les députés qui ont été invités, mes collègues qui ont été invités, on va bien sûr je vous explique rapidement, on va se réunir, on va continuer à approfondir la question et à déposer des propositions de loi. Et une fois qu'on aura le texte, bien sûr, on essaiera de le rendre transpartisan. Donc on va essayer de trouver malgré tout dans les autres bancs des possibles soutiens, parce que parfois sur une question, en faisant jouer la corde sensible du volet humanitaire, etc., on peut arriver parfois à obtenir des soutiens. Mais quoi qu'il en soit, ce colloque-là que nous avons engagé pendant plusieurs heures n'est que le début d'un long travail et d'une concertation et d'un échange qui va continuer. Et je remercie encore, je vous remercie toutes et tous d'être venus, et tous les participants d'avoir tenu ce marathon quand même, parce qu'on y est depuis 14 heures. Hein. Bravo à vous et merci. Merci André, merci. Merci beaucoup Madame Torigna. Vous nous avez permis de faire ce colloque. C'est un grand merci à vous et à tous ceux qui sont venus et à tout le monde. Là. Voilà. Et bien sûr, à bientôt.